Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, les 3 ans de règne d'Ndayishimiye ont été caractérisés par une violation notoire des droits de l'homme et de la profession de journalisme. Dans ce journal, vous suivrez la réaction du président de l'Union burundaise des journalistes, qui en a profité pour rappeler au numéro 1 burundais que les médias sont et resteront un partenaire incontournable du pouvoir. L'OBBN passe à l'action et impose des amendes à quiconque se soustrait à la mesure interdisant la réutilisation des bouteilles en plastique à usage unique. Vous le suivrez également dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons aussi des festivités marquant la Journée internationale des réfugiés, une journée qui a été célébrée en Ouganda ce vendredi. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir, c'est vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, les médias restent un partenaire incontournable du pouvoir, raison pour laquelle le président Evariste Ndayishimiye devrait se ressaisir et respecter le métier de journalisme. Ceci ressort du communiqué du syndicat de l'Union burundaise des journalistes, UBJ en sigle, sorti ce jeudi 22 juin 2023. Alexandre Niungeko, président de l'UBJ, explique qu'ils ont sorti leur communiqué après avoir constaté que les 3 ans que le président Ndayishimiye vient de passer au pouvoir ont été marqués par une violation flagrante des droits et de la profession des journalistes. Suivez Alexandre Niungeko, il est le président de l'UBJ. Alors que le président Ndayishimiye faisait miroiter l'apaisement dans les relations entre le pouvoir et les médias, 3 ans après, rien ne semble se profiler à l'horizon. Le fameux slogan « Jamais sans la presse » n'est resté qu'en vœu pieds, car les professionnels des médias au Burundi attendent toujours sa matérialisation. Sans être exhaustif, ces quelques cas démontre le mépris ou les différences du régime Ndayishimiye à l'égard de l'exercice de la presse. C'est en effet sous son régime que le journaliste Florian Irangabiye a été condamné en janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Mukaza à 10 ans de prison pour des motifs fallacieux d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Et Florian Irangabiye est ainsi aujourd'hui la seule femme journaliste incarcérée sur tout le continent africain. C'est encore sous ce régime que quelques jours seulement après son accession au pouvoir, que la Cour suprême a condamné nos confrères à des peines de prison à perpétuité pour, soi-disant, avoir fomenté un coup d'État contre le gouvernement. Non content d'avoir forcé des centaines de journalistes en exil, le pouvoir CNDD-FDD, sous la houlette du régime Ndayishimiye, a fait des responsables des médias sa monnaie d'échange pour le rétablissement des relations diplomatiques avec son voisin du Nord. Les attaques contre les journalistes dans l'exercice de leur profession n'ont pas cessé non plus sous l'œil complaisant ou complice du Conseil national de la communication. En guise d'illustration, il suffirait de mentionner le passage à tabac du journaliste du Burundi News par Désir Mbonerakure sous la supervision d'un administratif à Gihosha au nord de Bujumbura. On ne pourra passer sous silence la peur distillée à longueur de journée dans les rédactions, une peur qui a donné lieu à une autocensure plus que la censure elle-même. Malgré tous ces tracas, l'Union burundaise des journalistes reste convaincue que les médias restent un partenaire incontournable du pouvoir. C'est pourquoi nous appelons le pouvoir de Ndayishimiye de se ressaisir et de respecter les journalistes dans l'exercice de leur profession, car le journalisme n'est pas un crime. Alexandre Niungeko, président de l'UBJ. En page économique, la capitale politique du Burundi est encore une fois frappée par la pénurie du carburant. Depuis plus d'une semaine, il n'y a ni mazout ni essence aux stations de cette capitale. Plusieurs véhicules utilisés dans le secteur du transport en commun sont dans des parkings et d'autres ont revu à la hausse les prix. Les propriétaires des véhicules pour affaires et promenades ne trouvent pas également du carburant, ce qui ne facilite pas du tout les gens qui ont des cérémonies de tout genre. Les détails avec Danny Claire, il la trouve.
Certains conducteurs des véhicules de transport dans la capitale politique Gitega indiquent qu'ils viennent de passer toute une semaine à faire la queue aux stations-service à attendre du carburant, que ce soit de type essence ou de type mazout. Ces conducteurs indiquent toutefois qu'ils ne connaissent pas à quand ces stations-service seront servies. Parmi les véhicules qui font la queue, il y a ceux qui font le transport en commun et ceux qui font le transport des marchandises. Pour les propriétaires de ces véhicules, cette pénurie perturbe économiquement le quotidien de ces familles. Il faut la queue alors qu'ils ne connaissent pas car le carburant sera disponible. C'est un grand problème parce qu'ils payent les veilleurs qui gardent ces véhicules la nuit. Même les agences de transport comme Volcano, les taxis-voitures, les motos, les bajages font la queue. Ils ne travaillent pas et donc il manque de versement. Suite à cette pénurie, les prix des transports ont déjà augmenté. Au marché noir, un litre d'essence coûte 10 000 francs, tandis que la bouteille d'un litre et demi coûte 15 000 francs. C'est un grand problème, même pour ceux qui ont des cérémonies quelconques. Un autre problème qui s'observe, c'est le moyen de déplacement. Par exemple, habituellement, Bujumbura-Gitega, le ticket s'achète habituellement entre 20 000 et 30 000 francs. Même les déplacements ici au centre-ville ont doublé. Pour le moment, vous ne pouvez pas vous déplacer pour 500 francs ou pour 1000 francs. Vous devez avoir entre 1500 et 2000 francs pour pouvoir le faire. Les habitants de la capitale politique demandent aux chargés de cette question de le régler le plus tôt possible, sinon, estime-t-il, ils risquent de créer un grand problème, y compris la hausse des prix des denrées alimentaires. Daniclair Iratkoumva, à ce propos seul, le changement de stratégie utilisé dans le processus d'importation peut amener une solution. Point de vue de Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM, qui réagit sur la pénurie répétitive du carburant qui tarde à trouver des solutions durables au Burundi. Cet activiste trouve également que la société étatique Regideso, à qui on a confié la mission d'importer le carburant dans le pays, ne peut à elle seule gérer la situation. Suivez. Là, ça un appel au gouvernement vraiment de changer de stratégie par rapport à la pénurie du carburant. Parce qu'on est tenté de s'accommoder d'une situation difficile. On est tenté de s'en accommoder. La pénurie de carburant est devenue récurrente, est devenue endémique et commence à causer un tort énorme à la vie économique des populations. Moins de déplacements, circuit économique, échange. Vraiment, on est pour l'autant qu'on doit perdre toujours. Attente du carburant, du carburant. Maintenant, on perd du temps à la banque pour avoir son argent. On a obligé à faire une file d'attente pour avoir du carburant. C'est pénible. Le gouvernement vraiment doit changer de stratégie par rapport à l'approvisionnement en carburant. Il faut vraiment rompre avec ces monopoles. Même si ça sera un monopole où on a retiré une entreprise publique telle que la Regideso, la Regideso n'a pas de capacité logistique pour organiser le circuit d'approvisionnement d'amont en aval. Donc, il faut qu'il y ait d'autres acteurs. Il faut une compétition, choisir 2 ou 3 acteurs. Il faut une transparence dans le circuit d'approvisionnement du carburant. Qui approvisionne le Burundi en carburant aujourd'hui? Il faut qu'on ait une situation. Sinon, la Regideso ne peut pas être capable de le faire. Elle n'a pas de capacité logistique. Qui doivent intervenir pour épauler et pour combler ce défi de la Regideso. Le stock stratégique. Pourquoi jusqu'à maintenant on n'a jamais construit un stock stratégique pour avoir une capacité de carburant ici dans le pays 3 à 6 mois? Aussi la gestion des devises. Il faut une gestion parcimonieuse et transparente des devises. Nous imaginons que la Banque centrale, au niveau des importations, doit prioriser des produits prioritaires comme le carburant, les médicaments et autres. Mais on se demande, est-ce que aussi la dévaluation qui vient d'être opérée par la Banque centrale n'est-il pas en train de causer vraiment une difficulté à ce qui approvisionne le Burundi en carburant? Il ne faut pas occulter une certaine réalité qui est en train de causer et de faire un impact visible au niveau des populations. Faustin Ndikoumana a également réagi sur la situation exceptionnelle de production alimentaire dans laquelle se trouve le Burundi. Pour lui, au lieu de se contenter de prendre des mesures interdisant aux commerçants de solliciter une autorisation pour pouvoir vendre des denrées alimentaires en dehors de leur province ou pour aller s'approvisionner, le gouvernement devrait plutôt communiquer sur les motifs derrière la prise d'une telle décision. Encore une fois, Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Normalement, depuis l'Antiquité, tout le monde sait que
le commerce est librement organisé. Le commerce qui fructifie est un commerce libre. Normalement, il y a une libéralisation du commerce. C'est pour ça même que des organisations économiques sous-régionales sont créées. Quand on arrive à limiter le commerce même à l'intérieur du pays intra-provincial, on limite le commerce aux frontières des provinces. On est dans une situation exceptionnelle. Moi, je l'appelle une situation exceptionnelle qui devait être expliquée par le ministère de l'Agriculture. Ça veut dire que peut-être la production ne suffit pas. Il faut une communication du ministère de l'Agriculture sur la production nationale. Pourquoi on limite ce commerce? Malheureusement, c'est peut-être on n'a pas de statistiques qui éclairent les statistiques des besoins alimentaires, les statistiques de la capacité de production, pour voir si on peut importer ou voir d'autres stratégies à prendre. Mais sinon, rester dans le flou comme ça, on limite, c'est pour ça, la solution n'est pas trouvée parce que on complique quelque chose davantage. C'est un drame qui s'ajoute à un autre drame parce que il y a des provinces qui ont un déficit de production dans tel ou tel autre denrée alimentaire. Les prix vont exploser, alors qu'ailleurs, peut-être, les prix restent stables ou vice versa. Mais comme tout le monde n'est pas en train d'acheter, ça veut dire que les prix augmenteront. Et j'imagine que la situation, c'est une situation exceptionnelle qui devait être expliquée par le ministère. Mais j'imagine que cette situation continue à causer justement un tort à l'économie parce que il y a des agriculteurs qui ont contacté des crédits ici et là pour cultiver. Vous savez, actuellement, pour avoir un meilleur rendement au niveau des cultures, il faut engager des fonds qu'on espère récupérer pendant la vente. Après la récolte, il y a d'autres qui veulent satisfaire d'autres besoins. J'imagine que cette situation reste exceptionnelle. En page société, la mesure d'interdiction de l'exportation des vivres secs d'une province vers une autre, ainsi que celle limitant les retraits bancaires, seraient les causes majeures du maintien des prix élevés de certaines denrées alimentaires, telles le riz et le haricot. Propos de certains commerçants et habitants de la province Gitega qui demandent que ces mesures soient abrogées. Les détails avec Marie-Ange Ilakodze. Actuellement, c'est la période des post-récoltes, essentiellement pour la culture du riz et du haricot. Cependant, les prix de ces denrées alimentaires de première nécessité sont tous élevés, surtout le riz. Par exemple, au marché central de Gitega, 1 kg du riz ordinaire coûte 3500, au moment où, avant sa récolte, il coûtait entre 3800 et 4000 francs le kilo. Certains commerçants de Gitega disent que cela est dû à la mesure d'interdiction de l'exportation des vivres secs d'une province à une autre. À cette mesure s'ajoute celle d'interdire un retrait bancaire des montants de plus d'1 million de francs burundais. Il précise que cette mesure fait qu'aucun commerçant ne peut donc pas acheter les quantités de riz voulues, faute de budget pour ça. Toutefois, le prix du haricot semble avoir chuté, du moins en comparaison avec celui du riz. À titre illustratif, 1 kg de haricot coûte entre 1800 et 2200 selon la qualité. Ainsi donc, certains commerçants, de même que certains habitants de Gitega, réclament la levée de la mesure d'interdiction de l'exportation des vivres secs d'une province à une autre, tout en mettant en place d'autres mesures d'interdiction de l'exportation des vivres secs vers l'étranger. Ils réclament aussi la levée de la mesure interdisant le retrait bancaire de plus d'1 million de nos francs afin que tout commerçant puisse retirer un montant de son choix, ce qui lui permettra consécutivement d'acheter autant de quantités de vivres voulus. Ainsi, les vivres seraient suffisants sur le marché et parallèlement, leur prix chuterait, conclut-il. Désormais, quiconque sera attrapé en possession d'une bouteille en plastique à usage unique se verra taxé d'une amende allant de 1000 à 2000 francs burundais. C'est du moins la mesure prise ce jeudi par le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle. Selon Séverin Sindaïkengela, directeur général du BBN, cette mesure va s'appliquer sur toute l'étendue du pays. Suivez. Nous sommes dans la campagne du retrait et des emballages de récupération qui sont utilisés ici chez nous. Nous voyons que les gens, je ne sais pas, que c'est par manque de culture et qualité qui n'est pas là. Et nous sommes vraiment très désolés parce que les gens font sourd oreille face à cette mesure qui est une mesure sanitaire à ce qui concerne la protection des consommateurs. Mais cela ne nous décourage pas. Nous allons continuer en changeant la stratégie et désormais, nous allons compter sur l'administration locale pour nous aider à éradiquer cette mauvaise coutume
d'utiliser des emballages de récupération. Nous avons déjà commencé à sanctionner ces industriels et ces possesseurs des unités de transformation parce que ça fait trop longtemps qu'on ne peut pas certifier un produit et qui se trouve dans une bouteille de récupération. Mais vous voyez, ces produits et qui sont emballés dans des bouteilles de récupération continuent à persister au marché. Maintenant, nous allons aussi changer la stratégie et nous allons visiter ces unités de transformation qui utilisent encore des bouteilles de récupération pour qu'ils participent activement à l'éradication de cet usage des bouteilles de récupération. La dite mesure est prise après plus de 2 mois que le BBN est mis en garde toute personne qui continue à réutiliser ces bouteilles en plastique à usage unique. Et puis l'un des motifs qui empêche les commerçants à faire assurer leur business est que les primes des sociétés d'assurance sont chères par rapport aux bénéfices qu'encaisse un commerçant burundais. Propos des commerçants de différentes provinces du Burundi qui se sont entretenus avec la RPA, ces derniers soulèvent également l'indemnisation tardive de l'assureur en cas de sinistre, ainsi que les manœuvres dilatoires qui débouchent le plus souvent en non-indemnisation. Je vous propose d'écouter ces commerçants. Les sociétés d'assurance burundais sont très chères, c'est pourquoi les commerçants sont réticents à se faire assurer malgré eux, ils ne sont pas capables de payer la prime, payer les taxes de l'obéir ainsi que les autres taxes et obtenir un bénéfice. C'est impossible. Même ceux qui sont assurés rencontrent toujours des problèmes. C'est pourquoi les autres commerçants ne sont pas blanchis à l'assurance. En cas de sinistre dit, n'obtiendrait de l'assureur, le processus d'indemnisation est beaucoup là et des fois tu finis par rien obtenir. Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde y va pour tenter, mais on trouve que c'est cher. Et les commerçants burundais encaissent un petit bénéfice car, par exemple, le gouvernement nous dit que les commerçants tirent un bénéfice de 30%, mais en réalité, ils ne tiennent pas compte qu'un sac de sucre donne un bénéfice de 800 francs burundais. Ils ne tiennent pas compte du prix auquel tu as acheté le sac, plutôt on t'exige le prix de vente. On ne tient également pas des frais des personnes qui transportent ce sucre. On saura compte que pour une marchandise d'une valeur de plus de 100 000 francs burundais, tu as un bénéfice de 800 francs burundais. C'est donc impossible d'assurer son business dans ces conditions. Parlons à présent genre où les femmes en général et les veuves en particulier ne cessent de mener des combats de longue haleine pour leurs droits fondamentaux et leur dignité. C'est du moins le constat fait par les Nations Unies en ce 23 juin où le monde célèbre la journée dédiée aux veuves. Les Nations Unies qui regrettent que malgré le nombre important de veuves dans le monde, celles-ci ont historiquement été laissées dans l'ombre et souvent sans aucun soutien. Et au Burundi, la situation est pire car une femme veuve est sous-estimée et par la belle famille et par son entourage et est plutôt tendance à être prise comme un objet. Cependant, certaines d'entre elles parviennent à s'en sortir malgré tous ces défis. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une veuve qui s'est entretenue avec la RPA. Si une femme devient veuve, on dirait qu'elle perd toutes ses valeurs. La famille de feu son mari se précipite pour se partager les richesses laissées par feu son mari. Et si vous avez la chance d'avoir des enfants, ils ne se soucient même pas de leurs biens. Ils font tout pour se partager les biens de la famille. Mais quand même, il y a certains qui s'occupent de la famille du disparu, quoique ce soit des cas très rares. De l'autre côté, beaucoup de gens commençaient à convoiter la veuve, espérant qu'ils puissent faire d'elle une femme de plaisir. Dès cela viennent toquer, on t'envoie des messages via les réseaux sociaux. Vraiment, on te sous-estime. Mais si la veuve se comporte bien, elle peut bien réussir, de plus que même les femmes qui ont des maris. Mais il y a aussi des femmes qui, après la mort de leur mari, commencent la malversation des richesses de la famille, se cherchant des maris, et c'est le début de la faillite de la famille. Mais si vous me permettez de retourner en arrière, c'est qu'il y a des femmes qui réussissent même si le mari n'a rien laissé. Il suffit d'y mettre de l'intelligence et elles peuvent réussir et assurer la scolarité des enfants sans aucun problème.
Cette veuve, qui est également animatrice dans sa société, appelle les autres veuves à se comporter comme des hommes pour réussir et faire avancer leur famille. Aux médias, il leur a été demandé de multiplier des émissions qui encouragent les veuves à faire face à ces défis de la vie. Donc, en cette journée dédiée aux veuves, je crois que les médias pourraient aider à encourager les veuves en leur montrant que même si le foyer est fait par 2 personnes et que après la disparition d'une de 2 personnes, c'est l'effondrement du foyer, la personne qui reste peut utiliser son intelligence et réussir à redresser la situation. C'est encore facile aujourd'hui qu'il y a des associations. Il suffit qu'elle intègre ces associations, là on peut la réconforter. Hors de nos frontières, le gouvernement tanzanien ne compte pas refouler les réfugiés burundais qui l'hébergent. Déclaration de Gerson Msigwa, porte-parole du gouvernement tanzanien. C'était dans une interview accordée à la BBC à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Pour lui, le gouvernement tanzanien respecte les conventions de Genève en rapport avec les réfugiés. Suivez plutôt Gerson Msigwa, porte-parole du gouvernement tanzanien. Serikali inaheshimu mkataba wa Geneva wa mwaka 1951. Le gouvernement tanzanien respecte les conventions de Genève de 1951. Et seulement après la réunion de l'ITEGA, il a été décidé que chaque rapatrié reçoive $200 comme paquet retour. Les $200 par tête sont donnés durant 6 mois, c'est-à-dire à partir de ce mois de juin jusqu'au mois de novembre. Et s'il s'avère qu'ils ne répondent pas à l'appel, il y aura d'autres réunions en vue d'arrêter d'autres mesures. Mais la vérité est que le gouvernement tanzanien n'a aucune intention de les refouler. On discutera sur une autre bonne manière à utiliser pour les convaincre à rentrer. Ici, ce qui est important, c'est qu'ils rentrent de leur propre gré et qu'ils aident à l'édification du pays une fois à la maison. C'est ça le souhait de la Tanzanie et c'est ce que nous encourageons. Et c'est aussi ça que veut le gouvernement burundais. Il veut que les Burundais rentrent puisque la paix règne dans tout le pays. Lakini pia na serikali ya Burundi yenyewe imekuwa ikihimiza hivyo kwamba rejeeni nyumbani kwa sababu nyumbani kumetulia, hakuna tena matishio ya usalama. Pour Gerson Msigwa, si d'ici 6 mois les réfugiés burundais n'auront pas décidé de rentrer volontairement, ils pourront tenir une autre réunion tripartite pour discuter sur les mesures à prendre. Quant à ceux qui veulent la nationalité tanzanienne, Gerson Msigwa fait savoir qu'ils devront d'abord rentrer au pays et entamer ce processus étant au Burundi. Encore une fois, Gerson Msigwa, porte-parole du gouvernement. Serikali inaheshimu mkataba wa Geneva wa mwaka 1951. Le gouvernement tanzanien respecte les conventions de Genève de 1951. Et seulement après la réunion de l'ITEGA, il a été décidé que chaque rapatrié reçoive $200 comme paquet retour. Les $200 par tête sont donnés durant 6 mois, c'est-à-dire à partir de ce mois de juin jusqu'au mois de novembre. Et s'il s'avère qu'ils ne répondent pas à l'appel, il y aura d'autres réunions en vue d'arrêter d'autres mesures. Mais la vérité est que le gouvernement tanzanien n'a aucune intention de les refouler. On discutera sur une autre bonne manière à utiliser pour les convaincre à rentrer. Ici, ce qui est important, c'est qu'ils rentrent de leur propre gré et qu'ils aident à l'édification du pays une fois à la maison. C'est ça le souhait de la Tanzanie et c'est ce que nous encourageons. Et c'est aussi ça que veut le gouvernement burundais. Il veut que les Burundais rentrent puisque la paix règne dans tout le pays. Lakini pia na serikali ya Burundi yenyewe imekuwa ikihimiza hivyo kwamba rejeeni nyumbani kwa sababu nyumbani kumetulia, hakuna tena matishio ya usalama. En parlant justement de la journée dédiée aux réfugiés, les réfugiés se trouvant en Ouganda l'ont célébrée aujourd'hui. Lors des festivités marquant cette journée, les Burundais réfugiés dans ce pays ont exhibé différents produits et activités qui constituent leur gagne-pain. Le point avec Eric Nyonzima.
C'est le défilé qui a débuté les festivités des réfugiés en Ouganda en vue de célébrer la journée mondiale des réfugiés qu'ils ont préféré célébrer aujourd'hui. Dans cette cérémonie, les réfugiés avaient des pancartes qui montrent ce qu'ils ont pu réaliser et leur pays d'origine. Côté burundais, les réfugiés burundais ont eu l'occasion d'exhiber les différents produits de leurs activités comme les des burundais réfugiés dans ce pays racontent. Chaque communauté de réfugiés a montré la culture de son pays d'origine et ses activités qu'elle exerce. Pour nous, ce sont les Camerounais qui nous ont représentés et ont bien agrémenté les cérémonies. Les Burundais ont montré que même s'ils sont des réfugiés, ils vivent quand même. Ils ont montré différents métiers dont ils vivent comme les motards, les chauffeurs et la couture. Ils ont également exposé plusieurs produits et articles qui donnaient des activités génératrices de revenus. Parmi ces produits, il y a des habits, des chaussures, des boucles d'oreilles, ainsi que d'autres sortes de bijoux. Ces activités génératrices de revenus leur sont utiles dans leur vie quotidienne, martèle-t-il. Ces activités aident les réfugiés de subvenir à leurs besoins quotidiens. C'était trouvé de l'argent de ces activités pour payer le loyer, les frais de scolarité des enfants ainsi que la ration proviennent de ces activités qu'ils exercent. Ça les aide à réaliser d'autres projets pour s'épanouir. Les réfugiés en Ouganda ont préféré célébrer la journée mondiale des réfugiés ce vendredi au moment où elle est célébrée le 20 juin de chaque année. L'Ouganda héberge les réfugiés de différentes nationalités dont le Burundi, le Rwanda, la RDC, le Sud-Soudan, la Somalie, Éthiopie et l'Érythrée. Et voilà, mes fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage de mon confrère Eric Niondima que prend fin le journal en français de ce vendredi 23 juin 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaleza. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.